Vous êtes d'accord? Non, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut procéder, parce que ça nous oblige, excusez-moi, a priori, à penser toute réalité effrayante ou douloureuse sur le modèle de la Shoah au nom de la lutte contre la concurrence des victimes. Moi, je dis que pour lutter contre la concurrence des victimes, il faut avouer que ceux qui sont nés après, qui ont la grâce de la naissance tardive, ne sont pas des victimes. Je ne suis en concurrence avec personne, je ne suis pas une victime. Je suis autre par rapport aux martyrs, même si ça a été mes parents et mes grands-parents. Et donc, il ne doit pas y avoir de concurrence des victimes dans ce sens. Et encore une fois, on doit être capable d'aborder les réalités dans ce qu'elles ont de spécifique et ne pas dire si esclavage il y a eu, c'est une Shoah, si colonisation il y a eu, c'est une autre Shoah. Et comme on n'y arrive pas, eh bien, je continue, moi, à plaider pour que précisément on laisse un tout petit peu la Shoah en jachère. Et la solution, Didier Perra, c'est plus de civilité. Hein, c'est toujours, c'est votre discours. Hein. Le travail de la mémoire, il est certainement indispensable. Maintenant, il faut faire attention à la perversion du travail de la mémoire. Je pense que la perversion du travail de la mémoire, c'est lorsque, à partir d'une description des faits, on instaure, sans le dire, une espèce de responsabilité collective et perpétuelle. Il faut dire que les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Et il faut dire aussi que les enfants des victimes ne sont pas eux-mêmes des victimes. Nous avons tous des héritages, des identités, elles sont d'ailleurs complexes, nos identités maintenant. Vous avez raison de dire que la question c'est comment on va articuler les diversités. Ça ne se fait plus automatiquement, l'articulation de la diversité. Il faut l'enseigner. Hein. Il y a un travail pour enseigner le fait d'être ensemble lorsqu'on est différent. Eh bien moi je pense que c'est ce qui met à l'ordre du jour la question d'une civilité des temps modernes qui serait autre chose que simplement régler les questions sociales, régler les questions politiques. Un plus qu'il faut que chaque force politique étudie, s'approprie, mais surtout que chaque citoyen s'approprie. C'est ça la question de la civilité. Bon, on va terminer cette émission avec un livre plein de peps. Je suis corse et je n'en suis plus fier. C'est aux éditions Max Milo par Paul-François Paoli. Si on aime la Corse et si on aime les Corses, qui est mon cas, je crois qu'on est obligé d'aimer ce livre. Mais alors, j'ai un problème là, quand je me suis dit, vous allez signer ce livre en Corse dans les librairies? Écoutez, j'y vais dans 15 jours. Et les nationalistes je sais pas. Vous ont prévu un petit service d'accueil? On verra. Une soirée brutagale? On verra. Ce que j'ai voulu dire, pourquoi la Corse? Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre sur la Corse? Parce que la Corse est un excellent laboratoire de l'idéologie victimaire. C'est-à-dire qu'en fait... Ah oui, on est complètement dans l'émission. On est complètement dans le Oui, d'ailleurs, si un racisme anti-maghrébin en Corse, parce qu'il y en a un... Il y a aussi un racisme anti-corse maintenant qui commence à se développer. Bien entendu, mais, sur la métropole. Mais il y a un racisme anti-maghrébin en Corse, et vous l'expliquez très bien, c'est à cause du communautarisme exacerbé en Corse. Non. J'explique les choses. D'abord, je minimise un petit peu la focalisation des médias sur ce racisme. C'est votre côté corse, non, là, oui. C'est le fait que vous pouvez être d'un village voisin, arriver dans un village et vous faire traiter d'étranger, et on peut vous dire dégage si vous venez d'un village voisin et c'est qu'on ne vous connaît pas. Donc, il ne faut pas extrapoler et considérer que le racisme est partout. Si en fait j'écris ce livre, c'est parce que la Corse est un excellent laboratoire de l'idéologie victimaire. Qu'est-ce que c'est l'idéologie victimaire? C'est qu'il peut y avoir des gens qui se croient victimes sans être victimes. C'est-à-dire que c'est développé depuis 30 ans, l'idée en Corse que la Corse avait été colonisée, spoliée, opprimée par l'État français. Donc, c'est un livre où j'ai voulu montrer qu'il peut y avoir aussi une imagination victimaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de rapport entre le fait d'avoir été victime à un moment donné dans l'histoire et ensuite développer l'idée que l'on a été victime, parce que le ressentiment s'en mêle et l'idéologie. Je ne vais pas être long, je vais être très rapide. Prenons l'exemple de la Vendée. Il y a eu, certains historiens considèrent entre 200 à 300 000 morts entre 1793 et 1795 en Vendée, au cours d'une guerre civile, où il y a eu aussi des côtés exterminateurs, parce qu'il n'y a pas que dans le phénomène colonial qu'il y a eu des guerres d'extermination, il y en a eu aussi avant. Et il n'y a pas besoin forcément de l'idéologie coloniale. L'idéologie de la République qui considérait que le Vendéen c'était l'arriéré et l'archaïque, on avait aussi le droit du coup de l'éliminer. Donc l'exemple de la Vendée, l'exemple de la Corse. En 1810, il y a en Corse un général que Bonaparte envoie pour établir l'ordre qui s'appelle le général Morand. Il y a quelques centaines de victimes. Eh bien, le nationalisme corse,
l'idéologie nationaliste corse, a réussi à créer en Corse, à partir de très peu de faits historiques, un ressentiment victimaire chez les jeunes Corses qui n'a rien à voir avec la réalité. Et si vous allez en Vendée, eh bien, il n'y a aucun ressentiment à l'égard de la France. Donc, pour moi, ces deux régions sont exemplaires de ce que peut faire l'idéologie en elle-même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des séries d'exactions épouvantables, que le colonialisme n'est pas responsable. Je ne dis pas non plus que l'esclavage n'a pas été une horreur absolue. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un danger aujourd'hui, à partir de l'idée de victime, d'une récupération et d'une perversion dont parlait M. Perrin. Et en plus, ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je pense. Voilà. Alors vous dites dans ce livre, à la fin, c'est la conclusion d'ailleurs, que vous n'êtes plus fier d'être corse, mais que vous n'êtes plus fier non plus d'être français. Ben, je trouve Parce qu'il y a, que, d'ailleurs, vous il y a n'êtes un plus fier vase d'être français. communicant entre la déflation, entre le déficit de fierté nationale. Je sais que ce n'est pas apprécié partout, cette notion de fierté nationale, c'est-à-dire le fait de considérer que la France est un pays éminemment coupable à certains égards. Donc l'idée de la France, c'est d'une certaine manière autodétruite depuis quelques années, depuis une trentaine d'années. Eh bien c'est sûr que lorsque vous êtes une région limitrophe comme en Corse, où vous avez eu vos parents qui ont été gaullistes très souvent de génération en génération, eh bien ça peut provoquer justement un clivage de plus en plus important entre des identités. À partir du moment où l'identité nationale n'existe plus, où elle n'est plus sûre d'elle-même, où elle n'est plus assurée, il est forcé que d'autres identités prennent le relais et prennent la relève. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Madame Beyala. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est parce que je crois qu'il faut qu'il y ait une identité nationale forte, et que cette identité est liée à l'histoire, et est liée à la confiance en sa propre histoire et au progrès de l'histoire. Si on passe son temps à enseigner l'histoire sous l'angle de la culpabilité et de la faute, on ne pourra plus enseigner. Attendez. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, voilà. oui, je vois ce que vous voulez dire, mais là, vous me donnez des propos que je n'ai pas tenus. Je ne pense pas avoir parlé de tout ça ici aujourd'hui. Je ne crois pas du tout. Et la différence entre vous et moi, peut-être, je suis d'accord qu'il faut une identité nationale forte. Mais sauf que cette identité nationale, aujourd'hui, doit être constituée de divers particularismes. C'est tout. Est-ce que je peux dire simplement une chose sur les deux discours? Votre discours et celui d'Alain Finkielkraut, qui ont quand même des similarités. Ce qu'on entend, c'est qu'on n'est pas fier d'être français ou plus fier d'être corse. Et Alain Finkielkraut a répété 3 fois pendant l'émission, je ne peux plus rester dans ce pays. Et moi, je pense... Non, mais vous l'avez dit. On m'en veut parce que. Non, mais attendez, excusez-moi. Non, attendez. Parce que je sens monter la haine, c'est tout. Non, mais écoutez, je crois justement, je crois. Non, mais il n'y a pas de, en tout cas, moi je suis pas là dans ce registre. D'accord, je suis content de l'entendre. Moi, j'aimerais juste vous dire une chose. Là, on est en face d'un vrai problème, parce que ce dont la France a besoin, c'est justement de cette fierté de ce que c'est que ce pays et que de ce que c'est que cette République pour partir de ce qu'il est réellement vers son idéal. Donc moi je suis désolé, quand vous me faites peur en entendant ceci, je ne suis pas fier. Je suis d'accord avec vous, écrivez-le ce que vous dites. Je l'écris et je le dis. Je l'écris et je le dis. Fier. C'est ça le problème. Fier d'être ce que tu as envie d'être. Il y a un très fort différence. Mais ça c'est facile. Ce que vous venez de dire, c'est facile. Alors attendez, moi ce que je viens de vous dire maintenant, ce que je vous dis maintenant, est-ce que dans ces livres qui ont été présentés tout à l'heure, c'est que ce que j'écris, je le dis. Et je vais vous dire une chose, ce qui est dit aujourd'hui à ces populations françaises, et c'est pour ceci qu'en ce qui me concerne, j'ai signé cet appel. C'est pour dire à ceux aujourd'hui qui sont déclassés de la politique en France d'être fiers d'être français et de relever le défi d'une république qui se respecte. Et moi je suis Vous êtes républicain, nous aussi. C'est très bien. Non, mais vous êtes un républicain déçu, je suis un républicain actif. Tarek Ramadan, moi, dans le prolongement de ce que vous venez de dire et de ce qu'a dit Paul-François Paoli tout à l'heure, je reviens à ce texte et je lis une phrase. Il faut en finir avec les institutions qui ramènent les populations issues de la colonisation, donc on parle bien de certaines populations, à un statut de sous-humanité. C'est pas rien, sous-humanité. Alors moi, il me semble qu'il y a peut-être, et peut-être pourriez-vous en convenir, une petite confusion. Le code de l'indigénat, c'est une loi, c'est ça, qui définit par la loi un statut... Oui, mais c'est une loi qui définit... Vous avez absolument raison, mais excusez-moi, j'aimerais aller au bout de ma question. C'est une loi et qui définit par la loi un statut de sous-humanité. D'accord? Il me semble, d'accord, qu'il n'y a pas dans les lois de la République de statut de sous-humanité. D'accord? L'égalité devant la loi n'est peut-être pas assurée, mais elle fait partie des principes de ce pays. Et vous ne pouvez pas confondre les deux.
C'est ça qui me semble dommageable. Je suis tout à fait d'accord si on en restait simplement sur le plan légal. La question aujourd'hui n'est pas le plan légal. Sur le plan légal, vous avez parfaitement raison. Ce qui hier était légal ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est pas mal. Vous avez parfaitement raison. Non mais attendez, il ne faut pas tout confondre. Ce qui aujourd'hui est critiqué par ce texte, ce n'est pas la loi qui a changé, et c'est bien, mais ce sont des pratiques et des façons de continuer une logique. Des institutions. Hein. Mais des institutions aussi. Écoutez, je veux dire, aujourd'hui, dans ce pays, quand vous êtes un citoyen français, vous n'avez pas toutes les mêmes chances par rapport à l'école selon ce que vous êtes, d'où vous venez, où vous vivez. Si vous ne le voyez pas en France, il va falloir se réveiller. Deuxième élément, quand vous êtes sur le marché de l'emploi, quand vous êtes tout le temps considéré comme venant de là-bas, même si ça fait 3 générations que vous êtes ici, il y a un problème. C'est cette mécanique-là. Alors vous avez parfaitement raison, sur le plan légal, on ne peut pas dire que rien n'est changé. Sur le plan des pratiques et sur la perception de ceux qui vivent à côté de vous, ça a changé. J'aimerais vous dire une chose. Sur le plan légal, un Maghrébin et un Français dit de souche sont français. Français à égalité. Sur le plan des pratiques réelles de ce pays-là, eh bien, quand vous êtes d'origine arabe ou quand vous êtes un noir, eh bien, vous n'êtes pas traité de la même façon, pas par la loi, mais par les perceptions. Mais la vocation de l'indigénat ou de la colonisation ne renvoie pas simplement à des pratiques, il renvoie à des principes. Mais attendez, non, l'indigénat, madame, ça n'est pas simplement une loi, c'est aussi la perception de ce que vous êtes dans le regard de l'autre. Je peux être un citoyen et être perçu par vous comme un indigène. Vous pouvez faire dans votre regard le fait que je sois un indigène, un arabe ou un noir. Un indigène suisse tout au plus. Un indigène suisse, oui, ben c'est bien. Ben voilà, vous savez, je veux dire, c'est quelque chose que je supporte avec énormément de fierté. Vous voyez, donc cette dimension-là ne me pose aucun problème. Ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que vous ne pouvez pas, dans ce pays aujourd'hui, ne pas tenir compte que dans la logique du système ou des perceptions, cette qualité de l'indigène demeure. Il faut la briser, puis il faut la changer. Il faut sortir de la victimisation pour aller vers quelque chose qui est une citoyenneté réelle et active. Une citoyenneté réelle, sans doute, mais je crois aussi que ce qui est regrettable en France aujourd'hui, c'est la conversion de la nation en société. Une société prise, existant seulement au présent, et formée de minorités aigries, revendicatives, une société de plaignants, comme dit Paul Thibault. Et effectivement, la nation, c'est une certaine profondeur de temps. La nation, c'est la phrase de Péguy. C'est la phrase de Péguy. Certains vont vous reprocher à Alain Finkielkraut de participer à tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, et ce que je dis de l'école, et ce que je dis de la République vont dans un tout autre sens. Péguy disait, la République, une et indivisible, notre royaume de France. Et ce notre, il s'offre à tous. Il n'y a pas de patrie qui ne soit une patrie adoptive. Le sacre de Reims, ce n'était pas mon histoire. Et pourtant, ça l'est devenu. Et c'est aussi de cela qu'il s'agissait. Il faut faire droit aux mémoires particulières, mais il faut savoir s'inscrire dans une mémoire plus générale qui est précisément celle de la France. Une mémoire qui peut elle-même donner lieu à des projets. Mais la transformation de la nation en société de plaignants ne peut rien donner de bon et j'ai peur qu'on aille vers ça de plus en plus vite aujourd'hui. Aude Lancelin. Oui, Tariq Ramadan, vous écrivez dans ce livre, ou plutôt votre co-auteur retranscrit vos propos, la France n'est pas un pays raciste, la France n'est pas un pays islamophobe, la France est un pays qui a peur. Oui. Vous maintenez ces propos? Oui, mais parce que très, et vous les faites coexister avec le... Je reviens à ce texte et à sa violence. Non, écoutez, moi je crois vraiment aujourd'hui qu'il est absolument impossible, est totalement réducteur, et moi je ne m'inscris absolument pas dans le discours de la France est un pays raciste, est un pays islamophobe. Je le dénonce, ce discours, depuis longtemps. Je n'y crois pas. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais des perceptions, je crois qu'aujourd'hui, une partie de la France en général, mais dans tous les lieux et de façon différente, on entretient des peurs et des peurs de l'autre. Et ce que vous dites dans votre livre, c'est sur la question du doute. Je crois qu'effectivement, il y a des doutes profonds sur ce que l'on est, avec qui l'on vit, ce que va devenir la France, qu'est-ce que devient ce pays. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, un discours, qui peut être un discours militant, qui dit au sujet citoyen, prends-toi en charge, deviens sujet de cette histoire, deviens un citoyen, et fais face à tes peurs. Fais face à tes peurs, fais face à ces racismes potentiels que tu draines dans ton histoire et dans ton quartier, eh bien, il faut aujourd'hui mener à cette politique-là qui ouvre des espaces de
assurance, de confiance mutuelle. Et c'est, pour moi, cet appel-là n'est absolument pas un appel de certaines communautés. Il est plutôt un appel de cette conscience citoyenne qui se prend en charge et qui va, au-delà de sa peur, chercher ces espaces de citoyenneté active, mais ensemble, au nom de cette lutte contre toutes les racismes. Mais je crois que la France est un pays qui a peur. Je crois que beaucoup de gens ont peur de l'autre. Je pense que vous allez dans les quartiers, vous écoutez la France aujourd'hui, et vous voyez bien qu'il y a énormément de doutes. Et je crois même que tout notre discours là est le produit effectif du doute et de la peur, beaucoup plus que de la réalité d'un rapport rationnel à ces fractures. Il faut en effet, comme le dit Tariq Ramadan, lutter contre tous les racismes en regardant toutes les réalités en face, en s'efforçant en effet de ne pas en privilégier une au détriment d'autres. Mais la nation, ce n'est pas rien. C'est le cadre dans lequel nous vivons et il est très difficile d'intégrer dans une France qui ne s'aime pas des gens qui n'aiment pas la France. Donc je crois précisément que cet amour-là, si vous voulez, une sorte de patriotisme de compassion pour une chose belle, précieuse et périssable, doit être préservé pour le bien de tous. Ah ben, ce sera le mot de la fin. Moi, je rappelle le titre de vos livres. Alors, Alain Finkielkraut, il y a beaucoup de livres. Hein. Au nom de l'autre, réflexion sur l'antisémitisme qui vient aux éditions Gallimard. C'est sorti il y a quelques temps. Un entretien, un dialogue avec Peter Sloterdijk. Les battements du monde, c'est aux éditions Pauvert. C'est excellent, je recommande. Il y a aussi Une voix vient de l'autre rive. C'est en folio. L'imparfait du présent, toujours en folio. Enfin, il y a plein de Finkielkraut, de toute façon, en librairie. Vous avez l'embarras du choix. Paul-François Paoli. Je suis corse et je n'en suis plus fier. C'est aux éditions Max Milo, ça les potes, ça va faire du bruit. Et à mon avis, tout va vous réussir. Et il ne me reste plus qu'à vous réconcilier avec Alix Beyala, ce qui viendra certainement. En manque de civilité, par Didier Perra, magistrat. C'est aux éditions Textuelles. Colonisé, exterminé par Olivier Lecourt, Grand Maison. C'est un gros travail historique, contestable mais intéressant, aux éditions Fayard. Calixte Beyala, on attend le film, en tout cas en attendant, on a le livre, La Plantation aux éditions Albin Michel. Et puis, Faut-il faire taire Tariq Ramadan par Aziz Zemouri. C'est un très bon travail journalistique, c'est aux éditions L'Archipel, avec préface et puis ensuite entretien. Et puis les œuvres de Tariq Ramadan, il y en a aussi beaucoup. Tariq Ramadan, Ce que je crois, c'est aux éditions Favre. De l'islam, c'est aux éditions Tawhid. Islam, le face-à-face des civilisations, toujours aux éditions Tawhid. Et puis Être musulman européen, encore aux éditions Tawhid. On a parlé tout à l'heure, excellent livre, Olivier Pétré-Grenouillot, Les traites négrières, un gros travail historique sur l'esclavage. C'est chez Gallimard, c'est passionnant. Il y a aussi L'abolition de l'esclavage par Nelly Schmitt, c'est chez Fayard. Et puis 100 jours sans, une pensée pour Florence Aubenas, c'est Hussein Hanoun. Enfin, vous la connaissez, hein, je pense qu'elle en énerve beaucoup, mais il y en a beaucoup qui l'aiment aussi. Festivus, c'est un dialogue avec Philippe Muret chez Fayard, ça dépote pas mal, voilà, et c'est avec Elisabeth Lévy elle-même, oui, elle écrit aux éditions Fayard, hein. Voilà, elle lui renvoie la balle, allez, voilà. Culture et dépendance est terminée, on se retrouve dans 15 jours pour parler du combat des femmes, à dans 15 jours.